Chers amis internautes, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Bénin Politique. L'actualité sur les communales du 17 mai 2020 continue de faire couler d'encre et de salive. Aujourd'hui, nous parlons de ce fait extraordinaire qui se produit depuis quelques jours. Il s'agit donc du blocage de l'élection de plusieurs maires dans plusieurs communes pour cause manque de consensus au sein des partis majoritaires. Et pour lever ce blocage, les députés ont décidé de retoucher le code électoral sur les dispositions qui indiquent le mode de désignation des maires et de leurs adjoints aux maires. Alors aujourd'hui sur ce plateau, je reçois pour vous Landry Angelo Adelakoun. Il est juriste. Bonsoir Landry. Bonsoir monsieur le journaliste. Et de l'autre côté, j'ai Abdel Aziz Akambi, membre de la société civile. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors, je le disais tantôt, nous allons parler donc de ces blocages et aussi de la relecture du code électoral qui permet désormais, en tout cas, la loi n'est pas encore promulguée, mais selon la proposition faite, les chefs de parti ou le bureau politique donc des partis sont désormais ou ont désormais le pouvoir de désigner le maire et ses adjoints et donc de les communiquer au préfet, contrairement à ce qu'a prévu le code électoral en vigueur jusque-là, qui donne pouvoir aux conseillers communaux de désigner les maires à la tête donc des communes. Alors, Landry Angelo Adelakoun, d'abord, comment est-ce que vous analysez ce fait, c'est-à-dire blocage donc des élections des maires, alors même qu'en face, il n'y a pas de compétition, c'est-à-dire les partis majoritaires devraient désigner directement le même maire. Au sein donc de ces partis, il y a encore manque de consensus. Comment est-ce que vous analysez ce fait? Merci monsieur le journaliste. Je pense que c'est un événement où c'est un fait à analyser sous le prisme de la sociologie politique. Et dit que cela n'est pas nouveau et cela ne devait pas nous étonner quand on sait que le milieu politique ou la chose politique a toujours été ainsi. Vous avez dit que c'est le même milieu et que c'est sur la même liste de partis que cela se produit. Et il ne faut pas perdre de vue que nous sommes partis d'une réforme pour arriver là où nous sommes. Et quand vous prenez ces réformes ont donné lieu simplement à une mise, je sais pas, à une mise ensemble, à une élaboration d'ensemble hétéroclites qui se sont réunis pour constituer ce que nous appelons désormais les blocs ou grands partis politiques. Dans ce sens, quand vous avez un ensemble non homogène, il est évident que des situations du genre puissent se produire. Déjà, même quand c'est homogène, il y a de ces situations qui viennent. Maintenant, c'est non homogène. Vous savez, à la veille, des gens sont ralliés. Et plus loin, le chef de l'État avait autorisé à ce qu'au niveau, à la base, qu'on puisse quand même accepter les gens qui sont d'obédience diverses. Vous voyez. Donc, et l'ensemble de ces égaux ne pouvaient pas cohabiter. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe fondamentalement, c'est un problème de gestion interne des partis politiques qui n'a rien à voir avec ce qu'on tente de faire croire pour dire qu'il y a blocage au niveau de la loi. Non, pas du tout. La loi, elle est claire. Je pense que s'il n'y a pas d'autres calculs politiques, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Alors, Abdelaziz Akambi, comment est-ce que vous analysez ce fait qu'au sein du même parti, que les gens n'arrivent pas à s'entendre? D'abord, à l'entame, permettez que je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites de nous inviter souvent pour opiner sur l'actualité. Et sur le même plateau, je l'avais déjà annoncé, j'avais prédit ces problèmes, ces difficultés la dernière fois quand on se retrouvait, qu'on discutait. Et malheureusement, on se retrouve face à cette situation. Et ça pose toujours le problème, le principe du consensus qu'il faut d'abord avoir, qui doit primer dans l'élaboration des tests. La loi, par principe, est impersonnelle. Et quand cet esprit guide, cela va de soi que tout ce qui est prévu se passe normalement sans heurte. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, on a voulu foncer droit en pensant juste à un intérêt, je ne dirais pas général, qui nous amène dans cette situation. Mais on a réellement, et le professeur Diogrenou l'a souvent dit, au Bénin, nous n'avons pas un problème de test. C'est d'abord les hommes. Et je ne suis pas d'accord quand M. Adelakoun dit que cela serait dû à la diversité des acteurs qui se retrouvent aujourd'hui au sein des blocs. Non, parce qu'en réalité, le système partisan est d'abord, par principe, est venu régler
tout ce désordre qui régnait au niveau des partis, où chacun était libre pour faire ce qu'il veut, mais ça, le système paritaire impose la discipline du groupe. Il y a eu des engagements qui ont été signés au départ par les mêmes acteurs. Donc aujourd'hui, on ne peut pas les excuser du fait qu'ils soient issus auparavant d'autres partis et vouloir aujourd'hui aller dans le sens. D'accord, ceci étant dit, c'est avec désolation que nous assistons à tout ce qui se passe. Et nous pensons que c'est dommage qu'on pense que la loi peut tout régler. Parce que le problème que ça pose aujourd'hui, c'est une jurisprudence qui est en train d'être créée ainsi et qu'on ne voit pas. Ça voudra dire quoi? Toutes les fois où face à une loi, nous avons un blocage, les députés iront directement avec une loi interprétative. Alors que le rôle, cela n'est pas de leur rôle. L'interprétation des textes est dévolue à la Cour suprême ou aux juridictions habituelles. Donc il est important que chacun reste dans son couloir d'intervention. Et on sait qu'en matière surtout d'élections communales, c'est la Cour suprême qui est habilitée à statuer. Elle pourrait être sollicitée pour jouer même le rôle de médiation. Et nous avons aussi un médiateur. On avait plusieurs cartouches que d'aller toucher à ce code. Parce que le risque, c'est quoi désormais? C'est que le code peut être touché du jour au lendemain, au fur et à mesure, et ça pose le problème de maîtrise des textes après par les acteurs qui seront appelés plus tard à mettre en œuvre les dispositions de ce code. Parce que pour eux, autant de prendre connaissance de ces dispositions, une nouvelle disposition vient et les met en difficulté pour les propres applications. Et par le passé, nous avons également eu des difficultés avec le code où le juge constitutionnel a été obligé d'encadrer et venir avec le certificat de conformité. Pourquoi ne pouvait-on pas utiliser toutes ces cartouches et aller du jour au lendemain passer à l'Assemblée à travers une loi interprétative? Moi, c'est la première fois, ma foi, que j'ai connaissance d'une telle initiative au Bénin. Alors, Landry Angelo, Adelakun, on parle de loi interprétative, ça veut dire que, enfin, c'est à croire que dans le fond, il n'y a pas véritablement un problème, mais il y a un problème d'interprétation. Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas laisser, comme Abdelaziz l'a dit, est-ce qu'on ne pouvait pas laisser la Cour suprême s'en charger au lieu de retourner à l'Assemblée pour retoucher à la loi? Oui, je pense que je vais aborder rapidement une question là sur le fonctionnement des partis politiques. Je pense que dire que le code ou la charte et autres sont venus corriger un certain nombre de choses, pour ma part, je ne suis pas en phase. Je ne suis pas en phase, je constate tout simplement l'échec de la réforme du système partisan. Parce que le diagnostic qui a été posé a été mal élaboré. On ne peut pas vouloir réduire des partis politiques en faisant ce que nous avons fait dans la charte, alors que l'application stricte de l'ancienne charte nous aurait permis d'évacuer les partis politiques plaisantins. C'est parce que nous n'avons pas appliqué les tests que nous sommes allés à une floraison de partis politiques. Et malheureusement, quand on a pris la décision de faire ce que nous avons fait, nous avons contraint les gens. Je serai factuel en vous donnant des exemples peut-être, dans la 22e circonscription électorale. Il y a des gens qui sont par exemple membres du parti FCBE qui ont été élus sur le parti Bloc républicain parce que le chef de l'État a accepté qu'à la base, on puisse accepter tout le monde. Est-ce que c'est le chef de l'État ou les chefs de parti qui ont accepté de prendre les dossiers? Je vous parle de ce que ceux-là m'ont dit. Si vous voulez, peut-être qu'on m'interpelle, je donnerai des noms. Donc, je suis factuel, en fait. Je suis factuel. Je suis dans la société, je suis factuel. Donc, c'est cela. Quand vous observez cela, on a quel problème? On évite les alliances de partis politiques et on revient vous dire que vous pouvez être FCBE et vous mélangez à BR ou UP. Ou vous mélangez à PRD et consorts. Donc, ceci étant, pour revenir à ce qu'il a dit, effectivement, quand vous avez adopté une loi et que vous enclenchez un processus, vous êtes dedans. Quand une difficulté se pose à vous, on saisit le juge compétent. On saisit le juge compétent parce que la loi ne peut pas tout prévoir. Et lorsque la loi ne peut pas tout prévoir, c'est au juge d'apprécier, en restant dans l'esprit de la loi, pour vous donner les directives à suivre. C'est lorsqu'on a fini de respecter cela et qu'on a fini le processus, qu'on peut maintenant se permettre d'aller à une relecture ou carrément à une abrogation de la loi. Ce qui est en train de se passer est du non-droit. Je ne l'ai jamais appris nulle part que l'on peut être dans le même processus, arrêter le processus, modifier la loi et venir. Vous avez parlé de loi interprétative.
Parce que déjà, on a d'abord parlé de loi explicative, ça ne veut rien dire, ça n'existe nulle part. On est revenu à la loi interprétative parce qu'on a estimé qu'il fallait interpréter les dispositions et puis autres. Mais nous ne sommes pas en présence d'une loi interprétative en réalité. Nous sommes en présence d'une loi modificative. Les articles 189 et suivants ont été modifiés. Exemple, l'ancien code dit à l'article 189 que c'est le parti politique qui choisit, et c'est, je ne sais pas, l'exécutif communal, qui est élu par le conseil communal. Article 189 ancien. C'est le conseil communal qui élit l'exécutif communal sur la base du choix du parti majoritaire, la majorité absolue. Mais aujourd'hui, avec l'article 189 nouveau, on nous dit que le parti politique désigne l'exécutif communal. Ça, c'est le principe. Donc, il n'y a plus élection pour le principe. Donc, c'est la désignation qui devient le principe, alors qu'avant, c'est l'élection. Maintenant, c'est la désignation. On vient, on fait une pondération. Première pondération. On vous dit, au cas où nous n'avons pas la majorité absolue, et qu'il y aura accord de gouvernance entre divers partis qui peuvent nous donner la majorité absolue. Vous voyez un peu. Première pondération. Dernière pondération nous dit, lorsque le premier cas n'est pas rempli, le deuxième cas n'est pas rempli, alors on passe à l'élection. Comme ce qui se faisait jusqu'à ce que finalement on aura quelqu'un qui aura plus de suffrages exprimés. Donc quand vous prenez cela, vous vous rendez compte que c'est des règles qui en réalité ne sont pas à l'article 189 ancien. Alors ce n'est pas de l'interprétation, c'est de la modification. Mais pourquoi si on vous dit que c'est interprétatif? C'est parce que nous savons que d'habitude, pour que nous puissions mettre en œuvre certaines dispositions, quand la loi elle est interprétative, on joue sur les principes de droit pour dire oui, ben déjà qu'il y a des droits acquis, maintenant on maintient les droits acquis et on applique ce qui reste. Vous voyez un peu, ce qui est en train de se passer, c'est juste une question d'intelligence que nous sommes en train d'utiliser, malheureusement pas du bon côté. Pas du bon côté. Ce qui se passe, je vous le dis une fois encore, peut-être que ça se passe au Burundi, en Somalie ou au Rwanda, mais ce n'est pas du droit. Nulle part au monde, vous ne verrez en plein processus. Mieux, je vais plus loin. Pour vous dire, ce qui s'est passé est une violation de la charte sur la bonne gouvernance et la démocratie. C'est une violation de ce texte. Revenir, mais en attendant, Abdel Aziz, alors en plein processus, on n'a pas interrompu, mais quand même, on a fait rapidement un crochet à l'Assemblée. On a décidé donc de réviser le code et nous allons maintenant dans le fond. Il a abordé un peu la question de façon résumée avant, c'est-à-dire l'article ancien qui a été modifié donne pouvoir au parti de désigner le maire, de désigner l'exécutif communal et donc de le soumettre au conseil communal qui passe au vote. Mais désormais, le parti désigne, mais on ne passe plus au vote. Et puis, on informe le préfet donc de la désignation faite par le parti politique. Alors, est-ce que ça ne pose pas un problème? Un véritable problème, d'ailleurs. Oui. Un véritable problème, un problème de gouvernance et de démocratie à la base. N'oubliez pas, dans les principes, d'ailleurs, qui ont guidé aussi le système partisan, c'était quoi? C'était que le parti était dans la main d'un seul. Les autres partis, préalablement vécus au Bénin, étaient dirigés par des personnes, des chefs de parti, qui s'en arrogeaient la paternité. Et avec le système partisan, on devrait amener tout le monde à participer à la gouvernance. Donc, vous êtes membre, vous êtes militant de votre parti politique, votre opinion compte pour une décision importante. Et là, nous sommes dans un cas où il faut décider et il s'agit d'élire les maires et adjoints. Oui. Et là, c'est même là que le militantisme doit se percevoir. Les conseillers, il leur revient de désigner désormais leur maire. Écoutez, quelqu'un qui n'est pas désigné par ses pairs, quelle redevabilité vous pensez que cette personne peut avoir vis-à-vis de ses collègues conseillers? C'est comme si désormais il a des comptes à rendre au parti. Il n'a plus aucun compte à rendre, non seulement aux conseillers, qui plus être les citoyens que nous sommes. Parce que il n'a pas souffert, il n'a pas passé l'étape du vote, où à tout moment, il y a la crainte de se voir destitué en cas de mauvaise gouvernance, malgouvernance et autres. Mais là,
Je disais tantôt un véritable problème de gouvernance à la base. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vivre les communes aujourd'hui? C'est beaucoup plus la participation citoyenne, la synergie entre le conseil communal et les citoyens. Parce que le maire, non seulement il se sent du milieu, il se sent, et quand vous les entendez, de toute façon, ils disent, je suis le président de ma commune. Oui. Ce sont mes administrés. Parce qu'il sait qu'il a souffert pour être à cette place et qu'il doit travailler tout le temps pour mériter cette confiance. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. On le désigne, on l'impose et nous pensons que la bonne gouvernance pour laquelle le chef de l'État se bat, ce principe, cette seule disposition qui a été introduite est un frein pour ce volet de gouvernance. Encore, mon vis-à-vis en a parlé tout à l'heure. C'est une violation des dispositions régionales aujourd'hui où d'abord on dit nul ne peut toucher aux tests électoraux 6 mois avant le processus. Ici, nous sommes en plein processus. Que personne ne vous trompe. Qu'on ne vous dise pas qu'on a fini le processus électoral. Non. Parce que le processus électoral est bien subdivisé en 3 parties. Le pré, la phase électorale elle-même et la phase post-électorale. Et nous sommes dans la phase post-électorale. Et tant qu'on ne va pas, c'est vrai que on n'arrive souvent pas à déterminer la fin de la phase post-électorale. Mais tant que tous les conseillers, tous les maires et adjoints n'ont pas pu être élus, tant que ce processus n'est pas bouclé, nous pensons que nous sommes encore dans le processus. Et par conséquent, on ne peut pas, en plein jeu, siffler, permettre à l'arbitre, alors que tous les changements des joueurs ont été effectués, permettre rapidement une concertation entre les 2 équipes et demander allez chercher des remplaçants, venez, nous allons continuer le match. C'est ce à quoi on a assisté et nous pensons que c'est un danger qui nous guette parce que toutes les fois où nous devrons agir ainsi, c'est que nous donnons des armes. Nous donnons des armes pour nous fragiliser encore plus. Et nous pensons que c'est le lieu d'inviter les acteurs politiques à penser à l'intérêt général, surtout les députés, dans les votes des lois, pour qu'on n'assiste plus jamais à ce à quoi nous assistons, parce que c'est à la limite, quand vous avez un brin de droit dans la tête, c'est à la limite révoltant. C'est dommage tout simplement d'assister à ce à quoi nous avons assisté, parce qu'on se dit, est-ce que c'est les mêmes universités qu'on a eu à faire ou c'est plutôt d'autres nouvelles notions du droit qui sont en train d'être développées? Parce qu'il a dit, on parle de loi interprétative, mais quand vous prenez la proposition qui a circulé hier dans la presse et sur les réseaux sociaux, nous voyons ils mettent nouveau. Oui. Partout, alors que tel ne devrait pas être le cas. Alors, Landry Angelo Adelakun, le député Augustin Awanvo-Ebla, l'un des initiateurs d'ailleurs donc de cette loi, l'a rappelé au cours des débats que la charte ou le protocole de la CEDEAO n'est pas violé. C'est vrai, il n'est pas allé dans le fond pour véritablement se défendre, mais il a dit qu'ils ont réfléchi à la question et ils savent que le protocole n'est pas violé. Mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, votre vis-à-vis également l'a évoqué. En quoi est-ce que vous pensez que ce protocole de la CEDEAO est violé? Non, je voudrais m'assurer que l'honorable a dit ce que vous venez de dire. Il a dit lors donc, du débat à l'Assemblée que le protocole n'est pas violé et que cela ne devrait poser a dit que le protocole de la CEDEAO n'est pas violé. Vous avez dit que c'est violé, on veut savoir... Je ne l'ai pas suivi, et avant d'opiner, je voudrais m'assurer qu'effectivement il a dit, parce que là je suis un peu scandalisé. Je suis scandalisé d'entendre de la bouche d'une personne dans ce pays dire que le protocole n'est pas violé. Le protocole est violé. Violemment d'ailleurs. Violemment. Mon aîné l'a rappelé tout à l'heure. On vous a dit, le protocole dit clairement que vous ne pouvez pas toucher à une loi électorale à 6 mois des élections sans consensus. Sans consensus. Ça vous dit que le principe pour toucher à une loi électorale, c'est le consensus. Quand il n'y a pas consensus, vous ne touchez pas à une loi électorale. Maintenant, s'il y a consensus, vous entendez, la classe politique s'entend
Pas seulement ces gens-là qui sont allés aux élections. Donc, mais tout le monde s'entend. est-ce que finalement, non, on n'est pas en train de chercher le consensus par ces moyens-là? On a invité les partis politiques. Je vous explique. Je vous explique. Je vous dis, pour la modification de la loi électorale, on vous dit sans consensus, vous ne pouvez pas toucher à la loi pendant 6 mois avant les élections. Donc, si vous avez le consensus, même à 3 mois, à 2 mois, à 1 semaine, vous pouvez toucher. C'est ce que cela voudrait dire. Ce dont vous parlez en voulant rencontrer les chefs de partis politiques, mais c'est une opération qui a été faite après la relecture par le Parlement. Mais le chef de l'État a tenu le fait avant promulgation. Il l'a pas. Écoutez, la promulgation n'est pas la modification de la loi. Ce dont parle le protocole n'est pas la promulgation de la loi. C'est ce que l'Assemblée a fait, c'est de ça que parle le protocole. En français facile, le protocole dit, vous, législateurs, vous ne pouvez pas mettre dans une loi électorale sans consensus. Le protocole n'a pas dit que le chef de l'État ne peut pas promulguer la loi et sans consensus bien à 6 mois. Donc, le législateur ne peut pas le faire. Quand l'honorable dit, je ne sais pas comment il a lu le protocole, c'est tellement qu'il l'a lu en diagonale. S'il l'a bien lu, il comprendrait, il aurait compris. Et je vais vous rappeler. Le protocole communautaire, le protocole de la CEDEAO dont on parle, conformément à l'article 147 de notre constitution, a valeur supérieure aux lois internes au Bénin et au-dessus du code électoral du Bénin. Quand les intellectuels se permettent, je pense que l'honorable il est politique, c'est pour cela qu'il dit des choses comme ça. Mais vous dit, le protocole est violemment violé, en ce sens que le Bénin, en plein processus enclenché, a décidé d'aller mettre la main dans une loi électorale sans consensus, sans avoir consulté personne. Ce n'est qu'après cela que le chef de l'État a réuni au palais les responsables de certains partis politiques. Ce n'est qu'après cela. Ce que le protocole demande, c'est avant. Et maintenant, quand on aurait même fini de régler cela, ça c'est ce que le protocole demande. Mais le protocole n'a jamais donné l'autorisation à quiconque qu'en plein processus, alors qu'on a déjà déclenché l'effet de la loi, d'aller toucher la loi parce qu'on a rencontré un blocage. Ça ne se passe nulle part au monde, je le reprécise. Nulle part au monde cela se passe. Et je vais vous dire, puisque vous parlez de l'honorable, il s'agit de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, par ce qui s'est passé, qui est du non-droit, je le reprécise, est en train, me semble-t-il, de confirmer ceux qui pensent qu'elle est illégitime. La légitimité de l'Assemblée nationale repose à 2 points. La légitimité organique et celle fonctionnelle. La légitimité organique qui vient du mode de désignation, du mode d'élection, de la transparence, du caractère même libre, sincère et inclusif de l'élection qui vous a porté à l'Assemblée nationale. Ce qui a fait défaut en 2019, on est tous d'accord, tout le monde l'a dit. La société civile l'a dénoncé suffisamment. L'autre point dont je parle, la légitimité fonctionnelle, elle découle de la qualité de l'action du législateur, de la qualité de l'activité législative, de la qualité des lois qui sont sorties de l'Assemblée nationale. Avec les lois qui sont sorties telles des baguettes de pain, ou en moins de 24 heures par procédure d'urgence, on peut mettre la main dans une loi aussi facilement alors que nous sommes en plein processus. Cela confirme davantage qu'il y a un problème de légitimité. Or, ayant perdu la légitimité organique par les élections qui ont arraché des vies à nos compatriotes, le législateur avait cette opportunité de se faire quand même couvrir de la légitimité fonctionnelle en faisant du bon travail. Malheureusement, le mauvais travail qui a été fait en novembre 2019 nous a conduit à un grave précédent qui est ce qui est en train d'être fait. On a mis la main dans une loi alors que nous sommes en plein processus. Et comme l'a dit, une fois encore mon aîné, c'est suffisamment dangereux ce qui s'est passé. Cela voudrait dire que nous ne devons pas nous étonner si en 2021, après le premier tour, on revenait à modifier peut-être la constitution ou la loi électorale pour dire non, désormais nous n'allons plus au second tour, c'est le premier tour, ou bien vous dites qu'on n'a même plus besoin de vice-président tel qu'on l'a fait et que c'est seulement le président, ou vous dites que carrément le mandat s'arrête après 2 ans d'exercice du pouvoir. C'est de ça les questions. Il faudrait que les gens, indépendamment de leur volet ou de leur côté ou coloration politique, qu'ils apprennent à défendre des principes de droit. Les principes sont clairs, les textes sont clairs. Si nous ne voulons pas tricher avec la loi, si nous ne voulons pas tricher avec le droit, il n'y a rien à faire. Face à un blocage, quel qu'il soit, on saisit le juge compétent. Et comme l'a dit l'autre, le juge compétent, c'est le juge de la Cour suprême qui est compétent dans la question de contentieux électoral quand on est dans les élections communales et municipales. Alors, Abdel Aziz Akambi, la 8e législature, très critiquée, devrait quand même se rattraper. Landry l'a dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle est en train de s'enfoncer avec ces lois polémiques qu'elle ne cesse de voter? Non, au fait, je pense qu'il faut prendre du recul
pour mieux analyser et mettre la passion de côté, nous n'allons pas revenir sur tout ce que chacun de nous a en 2018, 2019, plus ou moins, relevé, à savoir le Parlement monocolore qu'on s'apprêtait à installer, qu'on a installé. Et faut par contre se leurrer, on ne peut que s'attendre à cela. Aujourd'hui, quand vous regardez le Parlement est acquis à la cause du chef de l'État. Entre-temps, on voyait même un seul député face à une loi aller voter contre cette loi. Mais aujourd'hui, c'est 100% des lois. Et mieux, moi, je me réjouis même de la célérité avec laquelle les lois sont votées aujourd'hui. Et je me dis que le meilleur reste à venir pour nous, citoyens, qui pensons que nous avons besoin d'un certain nombre de lois spécifiques pour participer à la bonne gouvernance, telle que la loi d'accès à l'information publique. Oui. Donc, nous sommes aujourd'hui confiants que les députés pourront rapidement, en procédure d'urgence, nous offrir cette loi, permettre au président de l'Assemblée de la République, à la Cour constitutionnelle, en 2 jours, de finir avec tout ça. Donc, nous devons le capitaliser. Ça, c'est vrai. Et se dire aujourd'hui, notre Parlement fait du bon boulot dans la célérité avec laquelle les lois sont votées. Et les aider dans ce sens. Les aider à attirer leur attention sur nos besoins en tant que citoyens, nos besoins législatifs, pour qu'ils ne s'égarent point. Et c'est à cela que je vais inviter mon vis-à-vis pour que désormais, avec l'ensemble des citoyens, puisqu'on a aujourd'hui on a les pétitions qui sont là, qui peuvent enclencher une procédure. Et donc, demander aux députés, si tant est qu'ils ont, avec la nouvelle trouvaille, adopter la célérité dans le vote des lois, donc de penser au peuple, puisque nous sommes là, ils sont les représentants du peuple, de penser désormais à prendre des lois qui améliorent les conditions de vie des citoyens. Donc sur ça, moi je vais être clair, je me dis, on capitalise. Alors, c'est un risque, vous savez, quand vous avez un capitaine qui a tous les pouvoirs, il peut en abuser sans s'en rendre compte. Il peut en abuser. Et c'est d'ailleurs, c'est l'homme, hein, c'est l'homme. Vous-même en tant que père de famille, quand vous savez que vous avez votre conjoint est peut-être faible vis-à-vis de vous, que vous détenez tout le pouvoir de la popote dans la maison, vous devenez le chef, vous exigez, vous devenez plus exigeant. C'est la même chose, c'est à la même chose qu'on assiste en politique. Le chef de l'État dispose de la majorité des députés, est toujours là pour orienter leurs actions, est toujours là, est toujours consulté quand il s'agit de prendre des décisions importantes. Donc, c'est de bonne guerre. On est en politique. On est en politique. Et quand on est en politique, je dois travailler à conquérir plus de militants vers moi. Et pour cela, si j'ai des députés, avoir la même main sur eux. Et il revient tout simplement de rappeler à ces députés qu'ils ont une mission. Que même la Constitution leur confère des obligations. Même si elle a été touchée, cette Constitution, ces obligations, ils sont encore reconduites. Et cela, il va de soi. Au-delà de l'intérêt politique, n'oublions qu'il y a la morale. Et les grands philosophes nous l'ont tout le temps enseigné. Il y a la morale. Et une politique sans la morale ne conduit nulle part. Donc, nous pensons et nous sommes confiants que les députés ont cette posture. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont là, puisqu'on les appelle honorables. Oui. Et je suis certain qu'ils n'oseront pas, qu'ils ne failliront pas, qu'ils n'essayeront pas d'être déshonorés. Donc, wait and see, comme dirait l'autre, tout en continuant des actions de sensibilisation, tout en portant vers eux nos craintes, parce que ce n'est que en remontant ces éléments vers eux qu'ils pourront prendre conscience du danger, parce qu'ils sont peut-être dedans, ils sont en pleine action, ils se rendent pas compte du tort qu'ils créent à la population, parce que, et là encore, ça pose le problème de l'accès aux députés. Oui. De l'accès aux députés. Si tous les citoyens
avaient facilement accès aux députés, c'est qu'on n'assisterait pas à tout cela. On aurait pu trouver des couloirs de transmission pour interagir un peu avec eux. Et même si au départ, ils ont une ligne de conduite, nous pensons qu'avec la pression du peuple, ils pourront quand même essayer de revoir leur posture. N'oubliez pas, le peuple est souverain. Mais nous ne réglerons rien par la violence, nous ne réglerons rien par des revendications à travers des presses interposées. Nous pensons qu'il faut aller au dialogue. Parce que, excusez-moi, ne me coupez pas, et je vais m'en arrêter là peut-être, parce que c'est le point capital. Il n'y a pas de dialogue aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas de dialogue. Et en politique, pour que toutes les parties, mouvances, opposition, société civile et les autres classes de la société puissent réellement interagir dans une harmonie très paisible, c'est qu'il faut d'abord que le dialogue soit imposé, le dialogue soit l'élément central. Parce que quand vous pensez qu'il ne faut pas dialoguer, qu'il faut rapidement aller toucher les tests, parce que c'est un problème de test, qu'il faut aller toucher, revenir, vous ne faites que déplacer le problème et demain, vous allez vous retrouver encore face à cette même situation. Merci beaucoup. Alors, votre dernier mot pour clôturer cette émission. Et mon dernier mot, c'est juste inviter nos différents acteurs. Nos différents acteurs ont souvent fait preuve, comme l'a dit mon vis-à-vis, d'éthique et de morale et dans les questions de gouvernance publique et dans les choix qui se font. Et également inviter surtout le législateur à tenir compte de beaucoup de paramètres qui vont dans le sens de l'intérêt général et non dans le sens des intérêts particuliers. Et inviter surtout le juge constitutionnel à reprendre son rôle, à retrouver son rôle, à retrouver l'esprit même de la Constitution, à retrouver sa place dans la République, parce que nous sommes d'accord que si lui, en tant que régulateur du fonctionnement des institutions de la République et gardien des droits fondamentaux, s'il arrive à retrouver sa place, je pense que les injustices ou l'arbitraire seraient de moins en moins présents dans notre société. Inviter surtout le chef de l'État, qui est quand même quelqu'un de réceptif, et ça je l'avoue, et a aussi fait preuve d'analyse plus approfondie, a essayé d'écouter les voix discordantes dans les choix qui s'opèrent afin que notre pays puisse grandir. Oui, merci beaucoup. C'est juste d'inviter, parce que le jeu est fait, d'inviter les désormais maires et adjoints à rester à l'écoute du peuple. Parce que nous nous sommes battus pour être à l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui en matière de décentralisation. Et pour rien au monde, ils ne doivent sacrifier ces efforts qui ont été consentis. Permettre aux citoyens à la base de continuer à participer à la gestion de la communauté, parce qu'il y a des lois qui régissent les mairies et puis qui régissent la décentralisation. Et du coup, permettre aux citoyens de continuer à participer à la gouvernance locale, parce que nous ne saurons atteindre le niveau escompté par le chef de l'État sans le minimum de participation de la population à la base. Je vais m'en arrêter là et inviter les citoyens à adopter un comportement non violent, malgré les frustrations, à rester calme et à privilégier la voie du dialogue, à privilégier les organisations de la société à beaucoup plus maintenir la sensibilisation pour qu'une fois encore, nous ne basculons pas dans le drame. Merci. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis internautes. Merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé du blocage de l'élection des maires dans plusieurs communes. Nous avons également parlé de la relecture du code électoral. D'ici là, nous reviendrons sur ce sujet pour voir si est-ce que la relecture du code électoral a véritablement résolu le problème posé. Merci une fois encore et à la prochaine.